Merci de m'accueillir à nouveau. Je remercie Eric, le symposium franco-brésilien, le groupe Corps, Éducation, Culture et Mouvement, Jacques Glaise, Avellino, Petruccia, j'en oublie, tous ceux qui ont bien voulu que je parle avant Anne Marcellini. Alors, je vais vous présenter un peu où on en est. Il y a 3 ans, je vais te parler ici pour présenter pour la première fois l'immersiologie. Tout le monde avait un petit peu ricané, je m'en rappelle. En 3 ans, donc, on a quand même pas mal travaillé sur ce concept, sur cette nouvelle méthodologie. Donc, je vais centrer sur un point particulier qui nous paraît assez innovant avec nos doctorants, qui est la question du corps capacitaire, dont on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, hein, je le signale tout de suite. Donc vous pouvez ricaner, on en reparlera dans 3 ans, encore un mouvement 4. Alors en fait, dans corps et mouvement, en fait, je travaille sur 3 choses. Hein. La première, c'est ce qu'on a appelé avec, dans le tome 1 des somaticiens qui vient de sortir avec Petruccia, Danobrega et collectif, donc ce que j'ai appelé la mobilogie, c'est-à-dire le mouvement des savoirs, qui reprend un peu le titre de la collection qu'on a chez l'Harmattan. Le corps est en mouvement aussi à travers une épistémologie du mouvement des modèles. Hein. Donc ça c'est la mobilogie, donc j'en parlerai pas trop aujourd'hui. Le deuxième aspect, c'est l'écologie corporelle qui pose la question de la mobilité perceptive en fonction justement de l'écologisation du vécu. On peut le remarquer avec la chaleur qui faisait cette nuit à l'hôtel, une modification perceptive évidente. Hein. Et donc cette écologie corporelle, elle commence à être reconnue. On vient de sortir donc... fait passer le numéro spécial de la revue Corps qui vient de sortir, consacré aux écologies corporelles. Si tu veux le faire passer. Dirigé par Olivier et Fabio. Et puis le troisième point, donc, c'est l'immersiologie, donc, qui s'intéresse à la mouvance du vivant et surtout donc, à la question de comment ce qui se passe dans le corps vivant accède à la conscience. Donc tout ça est thématisé à travers un dialogue avec ce que Petruccia et son groupe a développé au Brésil autour de l'esthésiologie. Et donc on avait développé ce concept de quel était finalement comment on pouvait traverser le vivant. Donc d'une part à travers une étude méthodologique qui vient de sortir, que j'ai réalisée au CNAC pendant 5 ans, qui s'appelle Apprendre de son corps, qui est donc une tentative pour essayer de capter justement l'activité du corps vivant. Et puis aussi toute une dimension esthétique, estésiologique que vous avez pu entendre déjà aussi ici dans certaines communications de nos collègues brésiliens. Il continue à montrer comment l'expérience esthétique, estésiologique fait émerger ce genre de dimension. Alors bien sûr, un petit hommage à la fois local et à mes amis présents dans la salle. Tout ça n'aurait pas été possible sans des gens beaucoup plus intelligents que nous, qui sont allés sur des terrains innovants. Et je pense bien sûr à Eric et à Rémi. Mais aussi à notre doctorante Aline Pintendre, avec qui nous avons publié le premier papier sur le corps capacitaire dans la revue STAPS. Je ne sais pas que Jacques n'est pas là, mais c'était un hommage aussi à son accueil. Et Aline, donc comme Nicolas Burel, comme Alexandre Legendre vont soutenir en novembre. Donc 3 jours de soutenance, ça va être le bloc immersiologie qui va apparaître. Et donc ce sont eux qui sont coltinés le terrain pour essayer de montrer comment on peut s'intéresser aux sensations internes, aux perceptions du corps vécu, à la modification du schéma corporel. Et en tout cas, même si je n'ai pas piloté les thèses d'Éric et en partie la thèse de Rémi, en tout cas c'est dans ce sens-là que moi je le lis aujourd'hui. On a sorti donc ce numéro que vous trouverez en ligne depuis hier. Qui
qui est le numéro de recherche et éducation, qui nous avait été commandé par la LEFPA. On en parlait avec Philippe, qui est par là hier. Donc il y a un numéro qui est le premier numéro autour qui a réuni, donc il y avait réuni d'autres personnes qui ont travaillé un peu sur ce concept-là. Et vous le trouverez sur revue.org. Vous savez que recherche et éducation est sur revue.org. N'hésitez pas à le consulter. Alors que postule le corps capacitaire? Alors, je ne vais pas vous faire le background des 30 dernières années, mais disons que ça rentre dans l'idée que finalement, c'est parce qu'on a des expériences immersives. Je vous rappelle qu'on avait dégagé le concept d'art immersif avec Anaïs Bernard, donc tout un catalogue d'artistes contemporains, 80 artistes contemporains. Regardez son blog, Corps et Immersion. Où elle fait l'actualité tous les jours de ces artistes qui proposent des expériences immersives. On va d'ailleurs avec Jean Corneloup en Ardèche du 5 au 7, il y a tout un enjeu là sur l'immersion dans la nature. Donc c'est parce que nous vivons des expériences immersives que nous découvrons que nous avons des capacités potentielles mais qui ne sont pas actualisées. Ces capacités potentielles, ce qu'on appelle des ressources en STAPS, des ressources qui sont soit inactualisées, je vais vous le préciser, lors des pratiques physiques et sportives, mais aussi qui se révèlent à l'occasion justement de ce qu'on appelle l'immersion, c'est-à-dire la remontée involontaire d'un certain nombre d'informations. L'immersion étant un terme maritime que j'ai retrouvé chez Jules Verne dans l'île mystérieuse. Qui veut dire la remontée involontaire de l'île. Il utilise ce terme de immersion. Et donc, bien évidemment, c'est la surprise, c'est l'événement qui permet d'être étonné finalement de ce qui se passe et qui conduit à des modifications du schéma corporel initial. Donc, le corps capacitaire, c'est ce corps vivant. Alors là, il y a 3 ans, tout le monde me demandait qu'est-ce que c'est que le corps vivant. Aujourd'hui, les gens commencent à admettre que oui, il n'y a pas que le corps vécu, il y a aussi le corps vivant. Donc le corps vivant, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être l'organisme, bien évidemment, au sens de Schilder, de Merleau-Ponty, de Le Gouche, etc. Mais dans le corps vivant, il y a aussi les émotions, il y a aussi les affects, il y a aussi les fluides, les hormones. Les réseaux neuronaux, etc. Donc nous, je le rappelais déjà dès 2006, quand j'ai sorti avec 80 auteurs le dictionnaire du corps, le corps pour moi est bioculturel. Il n'a jamais été totalement culturel, il n'a jamais été totalement biologique. Donc finalement c'est la conséquence de cette définition qui fait que bien évidemment... Alors ici une petite schématisation qu'a fait Aline sur... Quel serait ce rapport entre le vivant et le vécu finalement? Alors on peut dire d'un côté ça pourrait être un rapport de complémentarité, mais qui pourrait maintenir un dualisme. C'est-à-dire on pourrait dire d'un côté on a le vivant, de l'autre on a le vécu, mais finalement ils communiquent, mais chacun reste chez soi. Une juxtaposition, c'est-à-dire que de temps en temps le vivant vient prendre la place du vécu, par exemple dans le coma, ou dans la fatigue, ou dans la fièvre, etc. Nous on travaille plutôt sur le modèle de l'interfaçage, c'est-à-dire sur l'idée, je renvoie là, au numéro et nous saluons l'arrivée de Philippe Lyotta, l'interfaçage qui va permettre justement comme on l'a fait dans le numéro de la revue Société. Vous avez vu, il y a un numéro de Société qui vient de sortir sur Transimmersion, qui était un colloque qu'on avait fait il y a 3-4 ans. Alors, bien évidemment, on va le voir concrètement avec la personne handicapée, puisque maintenant Anne ne traite plus ce sujet, donc je suis obligé de le faire avant. Bien évidemment, on va articuler 3 dimensions. Premièrement, il y a des choses qui sont actives en nous, c'est ce qu'on appelle l'activation. Ça sera d'ailleurs le titre de mon 3e séminaire l'an prochain qui va s'appeler S'activer, et sans doute le titre de la Body Week 3. Donc cette activation, elle fait émerger un certain nombre d'informations dans le vécu, dans la conscience du vécu. Donc le terme que nous utilisons, c'est awareness, qui est le terme d'éveil.
qui est différent de consciousness, puisque awareness c'est plutôt down top, plutôt que consciousness c'est plutôt l'inverse. Et les conséquences de cette immersion, c'est bien évidemment qu'on va le voir, une nouvelle vitalité réflexive se met en place, notamment chez le sujet. Alors ici, donc, un titre assez lamentable du livre que je vais sortir s'appelle Le corps capacitaire, qui devait s'appeler Les handicapables. Et on m'a dit, ça va pas du tout, tu te rends pas compte, tout le monde va te tomber dessus, c'est un mauvais jeu de mots. Mais quand même, c'était ça l'idée, c'est que les handicapables, c'est pas des handicapés. C'est-à-dire capé, c'est le participe passé, et le capable, c'était justement le caractère de performativité, qui était toujours possible malgré le handicap. C'est-à-dire le corps du handicapable possède des capacités inédites. Le vivant affirme là sa vitalité par l'immersion de son intensité dans le vécu conscient. Le vivant traverse sans cesse la frontière du vécu pour le renouveler incessamment. Donc il y a bien une auto-organisation, je ne vais pas vous refaire Francisco Varela, je vous recommande quand même la lecture des articles qui viennent d'être traduits au Seuil de Francisco Varela, qui s'appelle Le cercle vertueux, et qui montre comment Francisco avait déjà écrit des choses très importantes dès 1972 sur tous ces aspects-là. Alors bien sûr, il ne faut pas idéaliser le capacitaire, c'est pas la panacée, puisque justement on est confronté à plusieurs. Donc si on tire un trait ici, on est en dessous du seuil de conscience, d'accord. Donc on a un certain nombre de ressources qui sont en puissance, mais qui ne sont pas forcément actualisées. Donc voilà, ces ressources, quelles sont-elles? Elles vont dépendre de la culture, de la technique du corps qu'on aura incorporée, des modes de sollicitation, de l'écologisation, de la relation avec les autres, etc. Il y a toute une dimension sociale qui interdit plus ou moins et qui fait que le corps du japonais n'est pas le même que le corps grec, parce que chacun va bien sûr solliciter des ressources différentes. Et puis il y a aussi des potentiels qui eux peuvent être activés. Alors ça on le sait aujourd'hui. Moi j'ai fait ma thèse sur la neurophilosophie, donc je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on a appelé le troisième courant, c'est-à-dire les neurosciences in vivo. On sait aujourd'hui qu'il y a une activation en live, finalement, de tout un tas de ressources, de potentiels, qu'on peut stimuler, qu'on peut activer. On sort un numéro de l'évolution psychiatrique sur le libre arbitre. Donc j'ai fait un gros article sur le dopage neuronal. Vous savez qu'un certain nombre d'articles de sportifs aujourd'hui prennent un casque qui s'appelle ABO, et ils se stimulent le cerveau en stimulant un certain nombre de cellules. Voilà, donc je fais tout un article sur la question de qu'est-ce que c'est ce dopage neuronal, comment il fonctionne, etc. Bon, ça c'est la thèse d'Aline. Donc, vous voyez, si on commence... c'est pour ça que j'avais écrit ce petit livre qui s'appelle Malade encore vivant, aussi sur le problème des malades chroniques, qui eux justement dans le récit qu'ils font de leur maladie chronique quelques jours, je pense, dédions cette séance à notre ami Ruan Augien, qui vient de disparaître, qui m'avait envoyé son dernier livre avant de mourir. Et Ruan, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé quand il est passé, c'était vraiment terrible comme expérience visuel, puis pour lui aussi, bien évidemment. Et bien, à un moment donné, bien sûr, attention, le capacitaire est confronté aussi aux limites du vivable subjectif, mais aussi de la viabilité. C'est-à-dire qu'il y a une viabilité du corps vivant qui peut faire qu'il y a quelque chose qui ne va plus être possible dans la ressource. Donc, tout un travail à faire peut-être au cas par cas. Je crois que les travaux de Anne sur les problèmes de catégorisation, je renvoie à la série là, que vous faites, très belle série là, sur corps, handicap. Je crois que le 3e tome va sortir bientôt avec Damien et toi. Et donc le travail que vous faites avec Sylvain autour de ça, c'est fondamental parce qu'on voit bien qu'au cas par cas, on ne va pas situer les mêmes niveaux de vulnérabilité, de vicariance, etc. Donc, alors voilà un exemple phare
qui est un chapitre du livre qui va apparaître sur les Brain Interface Machine, qui est Mathieu Nagel, qui est le premier, BMI, Brain Machine Interface, qui a été équipé suite à un baston à la sortie d'un match de baseball. Et donc il a fait la une de Nature. Et donc les gens du Lauréat m'ont dit Bernard, c'est bien, tu auras un chapitre dans le livre, mais ça sera dans le 2e tome, à la fin, sur l'éthique. Donc j'ai dit ouais, bah, c'est super, j'étais content, un anglais en français. Mais en fait, surtout, ça t'intéresse au film, hein, j'ai étudié tous les films de laboratoire qui avaient été faits avec ces malades. Et notamment ce qu'ils disaient dans les films. Donc même si, bien évidemment, c'est des films de laboratoire, donc on imagine bien qu'ils ne vont pas dire c'est de la merde, ça ne marche pas, on a plein de bugs, etc. Ils disent quand même des choses très intéressantes sur I use my brain. Je pense au curseur et le curseur se déplace. C'est-à-dire que là, il y a ce que j'avais appelé, donc c'était discuter la question de la télémotricité. Est-ce que c'est vraiment de la motricité mais en tout cas, aujourd'hui, on sait récupérer cette activité neuronale, on sait la convertir dans un ordinateur, on sait déplacer des curseurs ou des robots pour aider les personnes en situation de dépendance. Donc, puisque nous sommes dans une période macronienne, soyons optimistes, bien évidemment, mais on peut penser malgré tout qu'il y a une certaine vitalité du vivant qui existe toujours, quel que soit finalement l'état de la personne, et que le vivant traverse justement cette frontière, et que la question c'est est-ce que nous sommes prêts à accueillir cette immersion de tous ces gestes involontaires, incontrôlés, qui échappent à la conscience et qui manifestent quand même une activité du vivant. Est-ce que nous l'estimons? Est-ce que nous le prenons suffisamment en considération? Est-ce que nous y prêtons attention? Ou est-ce que nous faisons attention finalement qu'aux formes structurées du langage, aux formes de la conscience, au bien-dit, etc. Nous avons montré dans la recherche Apprendre de son corps qu'au contraire, il y a une richesse du corps qui nous a échappé jusque-là. Il y a une richesse du corps vivant qui nous a échappé. Nos amis africains savent de quoi je veux dire. C'est que bien évidemment, dans le continent africain, comme aussi dans certaines... On vient de faire un colloque sur la transe, aussi dans les états, qu'on peut atteindre précisément. On peut voir, on peut visualiser. Nous, on a utilisé une petite GoPro au CNAC. Et dans le DVD du livre, vous le verrez, on voit le mouvement du corps vivant. Donc on peut le voir. Voilà, ici j'emprunte la recherche que vous avez menée au Brésil et qui consistait justement à amener des personnes en situation de handicap. L'article est dans le numéro du corps capacitaire. Voilà, donc c'est intéressant par exemple d'analyser le verbatim de ce que dit cette personne. Sur la nouvelle situation dans laquelle elle est, le ressenti, le vécu finalement nouveau du vivant qu'elle a, malgré bien évidemment les limitations du handicap. Donc décontextualisation, écologisation, nouveau milieu, nouvelle expérience, art-thérapie, enfin, etc. Tout un tas de process qu'on met en place qui prouvent finalement qu'il y a cette vitalité. Alors bien sûr, Berthoz nous a sensibilisé dans son livre sur la vicariance sur le caractère à la fois possible, mais aussi qui pose la question de la viabilité de ces formes, de ces nouvelles formes qui sont créées, tu me dis pour le temps, grâce aux possibilités d'action. En effet, un des problèmes qu'on rencontre dans les personnes en situation de handicap ou chez les malades chroniques, ou dans je crois dans le numéro que fait Philippe, là, j'ai fait un petit article sur la torture. Donc Petruccia m'avait donné les documents aussi par rapport à ce qui s'était passé au Brésil. C'est que
bien évidemment, il y a des états limites qui sont difficilement supportables. Alors, ils sont difficilement supportables parce que culturellement, notre corps a été construit d'une certaine façon. Hein, donc j'ai incorporé des limites de sensibilité, de seuil de douleur, etc., etc. Bon. Deuxièmement, c'est aussi parce qu'il y a une expérience subjective, personnelle, qui fait que ces seuils sont différents suivant les individus. Hein, et puis, troisièmement, il y a aussi un donné biologique. Hein, je veux dire, il faut arrêter de nous dire le corps est entièrement culturel. Je veux dire, non, le corps, il incorpore des techniques, mais il a aussi quelque chose qui est une limite qu'on appelle la question justement de la viabilité. Alors j'aime beaucoup cette photo de Cathy Callan, hein, qui est vous vous rappelez qu'il y avait eu ce colloque sur la guerre avec une très belle publication, et à ce moment-là Luc Robin m'envoie un mail de désolation en me disant voilà, ils ont refusé ton article parce que ça ne concerne pas l'armée. Hein, et vous vous rappelez, donc c'était toute cette présentation que j'avais fait sur les soldats bioniques américains qui avaient été équipés, etc. En réalité, c'est un continent vraiment intéressant à explorer, hein, sur le fait que les États-Unis, je vous montrerai une petite photo, est-ce que je l'ai là, rigolote, hein, les États-Unis ont choisi, et notamment les républicains, hein, pour éviter le bug du Vietnam, hein, et des milliers de soldats handicapés se déplaçant dans des caisses à savon, hein, sur des routes américaines, a choisi précisément de mettre en scène, hein, la réhabilitation, hein, des soldats américains, et notamment la DARPA a quasiment financé la totalité des prothèses bioniques, hein, des soldats américains, disant finalement, hein, vous voyez, on est capable de réinsérer des individus parce que technologiquement on a franchi un seuil. Et donc la bionique, hein, c'est l'idée qu'on va se reconnecter directement, hein, au corps vivant pour faire bouger la prothèse. J'ai presque terminé. Ça va le temps? Donc il y a, voilà, le fameux mot, hein, résilience. Hein, il y a une résilience bien évidemment qui va se faire au niveau du vécu, mais qui vient aussi de la réorganisation du vivant. Hein, c'est-à-dire le vivant, il a des capacités de résistance importantes, et donc cette auto-organisation, hein, du vivant, elle va aussi permettre de modifier les états de conscience et de permettre à la personne de passer d'une situation d'handicapé à une situation d'handicapable. Hein, c'est-à-dire de pouvoir se dire, bah oui, bien sûr, on ne va pas faire rêver les gens qui sont tétraplégiques en leur disant demain matin vous allez pouvoir marcher. Par contre, voilà, je peux dans les solutions proposer des situations écologiques, immersives, qui permettent de modifier déjà la représentation de soi, faire émerger peut-être de nouvelles sensations internes, développer justement autre chose. Donc vous avez compris, c'est un projet global que je mène depuis une trentaine d'années, hein, dont je m'aperçois de la globalité aujourd'hui, parce que je commence à être très vieux, et donc on me dit, il faut que maintenant tu montres que tu es un gars, que tu as toujours été un gars très cohérent, que tu as pensé tout ça. Mais en réalité, je crois que oui, qu'il y avait une logique interne à tout ce travail, c'est-à-dire que d'une certaine mesure, tout ce qu'on a fait sur l'auto-santé, c'était aussi réfléchir sur les possibilités de pouvoir activer des choses par une agentivité du sujet. Le corps capacitaire, c'était le côté du vivant, mais l'écologie corporelle, c'était aussi réfléchir sur le vivable, hein, sur le milieu, sur les effets sur le corps. Et enfin, grâce à la collaboration avec Petrusha et l'université natale, on a pu aller au bout et déposer ce projet sur les somaticiens, qui est donc cette encyclopédie mondiale qui va nous prendre à peu près 2400 ans. Nous venons juste de publier le tome 1 avec 100 notices, et auxquelles vous pouvez participer, hein, sur internet, somaticien.com, en déposant des notices des pionniers, des acteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un somaticien? C'est quelqu'un qui, parce qu'il a rencontré quelque chose dans l'expérience de son corps, qu'on fait d'un Kreis, ou Pilates, etc.,
va politiquement, je pense à l'excellent HDR de Philippe, parce qu'il fait des body modes, va inventer quelque chose de nouveaux concepts. Et ça, c'est très intéressant, c'est important parce que cette encyclopédie n'existe pas. Il est dispersé dans des disciplines et donc on vous invite à participer et puis on va continuer. Je crois que le prochain, c'est sur les schémas corporels. Le premier tome, c'est sur la conscience corporelle qui vient de paraître. Le deuxième, c'est sur les schémas corporels. Bon, voilà. Je termine sur la photo du président. Et je passe la parole à Anne. Voilà, j'ai chauffé la salle, donc maintenant... Merci bien. Merci Bernard. Des remarques, des questions? Oui, mais merci beaucoup pour le développement de ces concepts. Moi, j'ai une question parce que je travaille en fait sur l'ambivalence du corps des fous par rapport à l'application des exosquelettes. C'est-à-dire, les exosquelettes sont des biotechnologies qui, d'une part, sont utilisées pour réhabiliter et d'une autre part, dans un autre contexte, on parle un peu moins parce que c'est assez voilé, et ils peuvent être aussi utilisés pour augmenter des capacités. Et j'aimerais savoir, en fait, au moment où on parle justement de ce type de biotechnologie, le concept de vivable, oui. Comment est-ce qu'on peut l'entendre? Est-ce que c'est encore un vivable au moment où la machine, ou si c'est du vivable, il migre vers quoi? Ou ça devient une forme d'invivable, ou d'hybridité vivable-invivable? Oui, c'est pas une question épistémologique catégorielle. Oui, c'est vrai que en fait, tout ça est venu de ce qu'on avait sorti en 2008 qui s'appelait Devenir hybride. On avait réfléchi sur ce problème de l'hybridation. Et le problème de l'hybridation, c'est que c'est un état mixte. C'est-à-dire que très souvent, on m'a dit que j'étais un post-humaniste perdu, que je voulais quitter le corps, et pas du tout. Nous, au contraire, on est englué dans le corps et on se pose la question de savoir justement qu'est-ce qui est supportable par le corps. Donc, ce que j'ai essayé de montrer dans l'exposé, c'est que d'une part, il y a des capacités et des ressources potentielles du corps vivant qui peut permettre une adaptation, mais il y a aussi des limites à cette adaptation. Deuxièmement, avec l'activation des potentiels, aujourd'hui, on est capable de stimuler et de déplacer et de reprogrammer des cellules, soit pour créer effectivement des organes, soit pour implémenter des réponses immunitaires, etc. Mais après, la question, c'est qu'on en parlait, je crois qu'elle va en parler dans son exposé. C'est pas parce que vous mettez un anneau gastrique à quelqu'un que ça va régler le problème. Après, la question, c'est la représentation de ce qui est supportable, de ce qui est vivable, de son propre schéma corporel voilà. Et ce travail-là veut dire qu'il faut déconstruire et reconstruire, déconstruire les techniques du corps dans lesquelles on a été éduqué, reconstruire les nouvelles. Et ça, c'est un travail. Dans le fauteuil aussi, dans ton livre, tu l'abordes sur la question, c'est qu'il disait par exemple qu'ils ont une sensibilité nouvelle. Mais cette sensibilité nouvelle, elle peut être effrayante, elle peut être problématique, elle peut être très troublante. Et là, il y a un travail d'accompagnement absolument nécessaire à faire. Enfin, j'anticipe sur la conférence de Anne. Pardon. Oui, voilà. Il y a d'autres questions? Là, c'est pour montrer la logique intellectuelle entre ces deux conférences. Plus de questions? On va gagner du temps. Oui, on va enchaîner. Ouais. Philippe. Merci Bernard pour ton exposé. J'ai une question très, très concrète sur les termes que tu emploies à un moment quand tu dis handicapable ou handicapé. Tu dis si jamais j'utilise handicapable, je vais me faire taper sur les doigts. Alors je voudrais savoir pourquoi tu te fais taper sur les doigts et par qui. Si tu as déjà identifié les sources, je peux te donner les noms. T'entraîner. Mais en même temps, j'ai participé à un colloque au mois de février organisé par le monde du sport. On va dire le sport alternatif, inclusif, ce qui était consacré aux discriminations. Il y avait une personne handicapée en fauteuil qui justement définissait cette notion pour elle de handicapable. Très bien. En disant, voilà, je ne suis pas invalide, je suis handicapable. Et il y avait tout un discours, donc une personne directement impliquée qui allait dans le sens de ce que tu présentes. C'est pour ça que je te pose la question, d'où vient finalement la résistance à une réflexion
qui joue sur les mots pour produire quelque chose. Alors, la résistance était venue la première fois quand j'ai présenté à l'association française, excusez-moi, je ne connais pas plus le logo, l'AF, qui s'occupe des personnes handicapées, l'APF, voilà. Et là, il y avait 300 personnes devant moi. Et là, quand j'ai commencé à prononcer le mot, et là on m'a dit c'est pas possible parce que handicapé, c'est un statut. Vous êtes en train de remettre en cause l'existence d'un statut. Donc, si tu veux, le problème était aussi un problème juridique. C'est-à-dire que tu dis qu'il y a des handicapables, ça pose, et c'est pas aux spécialistes qui sont dans la salle que je vais poser la question de la classification, ça pose le problème de la mobilité d'une classification. C'est-à-dire quelqu'un qui est... Tu vois ce que je veux dire, que dans l'expertise, on va reprendre les gens régulièrement pour voir s'ils sont bien dans la catégorie, etc. Et alors qu'en réalité, la question n'est pas simplement la catégorisation, la question c'est aussi le type d'activité que tu proposes à la personne. C'est-à-dire qu'en réalité, l'handicap capacitaire, si tu veux, c'est quelqu'un qui peut faire des choses qui n'étaient pas prévues forcément dans la catégorisation, parce que finalement, petit 1, on ne lui a pas proposé l'activité. Moi, je le vois avec les stagiaires de L3 APA, quand je leur fais le cours, ils me disent « Ah ben oui, c'est vrai, on n'a jamais pensé faire ça avec eux ». Donc du coup, ça ne se fait pas dans les institutions. Donc c'est ce caractère, si tu veux, enfermant de... Voilà. Après, sur Internet, tu trouveras facilement, je crois Rémi l'utilise dans son article aussi que tu as fait dans le corps capacitaire, cette expression est utilisée par les agents. De toute façon, tu sais, je n'ai jamais rien inventé, hein, je n'ai fait jamais que reprendre des choses qui sont produites par l'agentivité, faire attention à l'agentivité, et eux ils sont en avance parce que eux ils sont dedans. Donc c'est sûr qu'ils inventent les concepts, c'est ça les somaticiens. Oui. Merci pour ton argument. Simplement pour réaccompagner, effectivement, pour bien comprendre ce dont il se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles au fait que l'autonomie aujourd'hui, le recours au concept d'autonomie, en s'appuyant sur la loi de 2013, dispense beaucoup d'acteurs du champ de rentrer dans l'accompagnement. Et donc la peur les coups sur les doigts, je pense que c'était l'idée que cette dépossession d'une catégorisation épistémique, juridique, sociale s'accompagnait d'un déni de droit. En fait, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une structure épistémique où l'autonomie, comme l'a montré Jean-Pierre Le Goff, etc., dans le Nouveau Barbare, vise à responsabiliser les gens sur leur état. Hein. C'est flagrant au Japon, où en matière de santé, le fait de fumer une cigarette, de boire un verre de vin, c'est attaquer les générations futures. Donc il y a toute cette vraiment... Surtout au Japon, avec Fukushima, ils ont... Oui. J'étais en plus à ce moment-là. Je voudrais te poser la question qui est peut-être un peu décalée. J'ai vu dans le numéro corps que tu avais fait un entretien avec Richard Schusterman, oui, qui vient de sortir un livre assez étrange. Oui. Oui. Est-ce que tu pourrais préciser l'articulation qu'il a avec ton champ de recherche et le sien? Alors, en fait, la divergence entre moi et Richard Schusterman, on en a pris conscience parce qu'on avait déjà fait un entretien en 2008 ensemble. C'est que quand Richard a sorti le terme de conscience corporelle, donc conscience du corps dans son livre en 2008, en fait, lui, il est vraiment sur une démarche top-down, c'est-à-dire qu'en fait, il est dans un courant, on va dire, qu'il a appelé soma esthésique, mais en fait qui est phénoménologique, hein, c'est-à-dire pragmatique avec Dewey. Et dans une certaine mesure, il se sert du contenu de conscience pour aller chercher effectivement l'information, comme Nathalie Deproy par exemple l'a excellemment thématisé dans Attention et Vigilance qui est sorti il y a 2 ans. Et donc eux en fait, ils sont dans le focusing, dans la focalisation. Alors que, et en fait, nous, on est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que nous, on s'intéresse non pas à ce que la conscience serait capable de saisir de l'activité du corps, mais au contraire, de tous les signes involontaires, émotionnels, interactifs, écologiques, que notre corps rencontre et qui, awareness, remonte à la conscience. Donc, si tu veux, dans cette perspective-là, dans le dernier livre, si tu veux, là, qui vient de sortir, c'est une expérience esthétique qu'il a menée justement avec Thomas pour justement essayer de s'écologiser à l'intérieur d'un nouveau type d'expérience pour communier avec le cosmos. Sauf que si tu veux, il n'est pas du tout dans le même principe que nous on a développé, qu'on développe dans ce fond dans la nature par exemple ou dans la cosmose qu'on est en train de développer.
qui est l'idée que nous, au contraire, ce qui nous intéresse, c'est l'impact, si tu veux, sur le corps vivant, les modifications corporelles qui sont traversées et qui vont permettre à la personne d'avoir un nouveau état de conscience, si tu veux. Donc, voilà, c'est simplement, on est très minoritaire, hein, je te rassure. La majorité des gens en France, on en discutait avec Tania hier au restaurant, la majorité des gens en France sont encore dans le top-down. Par contre, on est en avance sur ce qui va arriver, ça c'est sûr. Ouais, je ne veux pas prendre du temps sur la conférence de Anne. Une dernière question. Merci. Merci pour la clarté donc de votre communication. En fait, ce n'est pas une question, c'est plutôt une contribution. Je voudrais tout simplement attester que effectivement on rencontre chez les commiens, ce sont des dames qui sont capables d'entrer en transe durant le rituel, et cette situation leur permet d'être en communication avec les parents disparus, de tous ceux qui sont autour, et après elles reviennent après à la conscience, et en ce moment elles révèlent ce qu'elles ont pu entendre dans ce second monde, dans cette nouvelle dimension qu'elles viennent de vivre. Tout à fait. Et ça leur donne des possibilités donc de prédiction, et elles sont tout à fait respectées dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, chez les amis précisément. Je pense que c'est ça qu'il faudrait développer comme collaboration, justement, d'essayer de montrer comment, dans ces expériences-là, justement, les gens connaissent l'immersion, connaissent l'éveil, voilà, parce qu'en France, on a hypertrophié l'expérience japonaise et orientale. Bon, j'ai Alexandre Legendre qui fait sa thèse sur ça, donc je ne vais pas dire du mal, mais je veux dire, alors qu'il y a tout un continent qui a cette expérience-là, et les anthropologues et les ethnologues ont montré ça. Je veux dire, donc il y a vraiment une richesse très importante pour essayer de faire une épistémologie au moins des différents phénomènes émersifs. Un grand merci Bernard. Merci.